Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session du Forum Africa 21, sous le thème « L'innovation technologique dans la lutte contre le stress hydrique, un vecteur de développement ». Ce panel vous est présenté en partenariat avec le ministère de l'Équipement et de l'Eau, partenaire officiel que nous remercions pour leur confiance et accompagnement. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène nos experts intervenants. En modératrice de ce panel, Madame Sharafat Afilal, membre du comité de pilotage du Global Water Partnership, Maroc. Monsieur Abdelaziz Zerouali, directeur de la recherche et de la planification de l'eau au ministère de l'Équipement et de l'Eau, Maroc. Monsieur Miguel Angel Sanz, directeur de l'Association internationale de dessalement, président de MS Water Consult, France. Monsieur Enrique Cifres, vice-président de la Commission internationale des grands barrages, Espagne. Madame Jeannette Preto, présidente de l'ambassade de l'eau, membre du Conseil mondial de l'eau, ancienne vice-présidente du comité de bassin de Seine-Normandie, France. Monsieur Jawad El Raraz, directeur exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, Égypte. Monsieur Saada Zawi, directeur maîtrise d'ouvrage à l'IDEC, Maroc. Je suis honorée et heureuse de modérer ce panel qui est dédié à la problématique du stress hydrique, également le rôle de l'innovation technologique et la recherche pour faire face à la pénurie d'eau et au stress hydrique. L'Afrique, comme nous avons entendu lors des discours de l'ouverture, est confrontée plus que jamais à un stress hydrique qui risque de s'accentuer, compromettant par la suite la sécurité hydrique, la sécurité énergétique, également la sécurité alimentaire et alimentant également les conflits et les tensions au sein de ce continent. L'augmentation de la consommation, conjuguée à la succession des épisodes de sécheresse et également l'élévation de la chaleur au sein de ce continent, exerce des tensions et des pressions alarmantes sur l'état des ressources hydriques en Afrique, qui sont déjà limitées. Et entravant par la suite la généralisation de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et l'atteinte par la suite des objectifs de développement durable. Les chiffres sont alarmants et inquiétants. À peu près 300 millions de la population africaine qui n'a pas encore un accès durable à la ressource et à l'eau potable. Donc à peu près un tiers de la population. 700 millions de la population africaine sont prévus d'un système d'assainissement durable. Et à l'horizon de 2030, nous serons à peu près 1,6 milliard de la population, ce qui va pousser ce continent à produire encore 50% des aliments pour subvenir aux besoins de base de la population africaine. Pour ce qui est de l'investissement, donc les études et les rapports élaborés par différentes institutions internationales ont permis de détecter qu'il y a encore un gap de 30 milliards de dollars annuellement en matière d'investissement dans les infrastructures pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, nous avons besoin de l'innovation et de la recherche pour élaborer et apporter des solutions opportunes afin de mettre en place des modes de gestion et de gouvernance des ressources en eau durables et afin également d'accélérer les investissements pour généraliser l'accès à l'eau potable, pour généraliser l'accès à l'assainissement et aussi pour hisser le niveau de développement humain et les indicateurs de développement au sein de ce continent. Donc avec nous, un parterre d'experts, de responsables qui sont venus de tous bords pour débattre le rôle de l'innovation, le rôle de la recherche dans la gestion du stress hydrique et pour faire face également à la pénurie d'eau au sein de nos continents. Nous allons commencer par Madame Jeannette Preto, qui est présidente of Embassy of Water, qui est présidente de l'ambassade de l'eau, membre également du Conseil mondial de l'eau et qui était également membre du comité de bassin
Seine-Normandie de l'Académie de l'eau. Donc, Madame Préto, elle va nous présenter un outil de gestion des ressources en eau qui est élaboré dans le bassin méditerranéen avec la participation de plusieurs pays de la Méditerranée nord-sud. Et c'est un outil qui permet quand même la démocratisation de l'accès à l'information. Donc, je ne vais pas divulguer le contenu de votre présentation, Madame Préto, mais quand même, c'est un outil qui est quand même très important pour les décideurs et aussi pour toutes les parties prenantes qui sont concernées et qui sont intégrées dans le cycle de la gestion des ressources en eau. À vous la parole, Madame Préto. Bonjour à tous, merci Madame la Ministre. Mes chers amis, mes chers collègues, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, surtout ce continent africain qui est en train de subir une sécheresse et qui a tant besoin de répondre à la demande en eau. Je voudrais, avant de vous parler, vous présenter une vidéo sur un outil de modélisation qu'on avait fait en 2010. Actuellement, cet outil a été remis à jour et on va recommencer à l'utiliser au niveau académique, j'espère en Afrique, de toute façon dans la région du Moyen-Orient et la région méditerranéenne. On veut lancer le film, s'il vous plaît, et je vous en dirai un peu plus après la vidéo. Merci beaucoup. L'eau est une richesse fragile, encore plus quand elle est peu abondante. Or, les pays méditerranéens disposent d'à peine 100 mètres cubes par habitant et par an. C'est dire s'il est un enjeu crucial, humain, financier et de plus en plus stratégique. Sa rareté risque, à moyen terme, de créer des tensions entre pays voisins qui se la disputent. Toute décision concernant sa gestion doit donc prendre en compte l'intégralité des facteurs de l'espace, du temps et des hommes avec toutes leurs activités. Les données réunies, Strato élabore les solutions aux problèmes qui lui sont posés, prévoit l'évolution des situations dans un langage simple et clair. Si bien qu'un junior, grâce à son utilisation, fournit le travail d'un senior. Strato, l'outil d'aide à la décision, naît d'un grand principe. Pour prendre les bonnes décisions, il faut poser des bonnes questions. L'outil est entièrement accessible au travers d'un site internet. À chaque utilisateur est attribué un login et un mot de passe. La page d'accueil donne accès aux principales informations théoriques sur l'outil, qui, à la façon d'un bilan comptable, met en regard, au pas de temps mensuel, les demandes en eau d'un territoire et les offres disponibles. Un outil de cartographie interactive est utilisé pour restituer l'ensemble des informations. Il est accessible dans l'onglet « Visualisation et scénarisation », puis en cliquant sur « Données et paramétrage ». On accède alors à la carte de la France, sur laquelle on peut situer le territoire étudié, dans le cas présent, le bassin de la Tête. Tous les résultats de Strato sont accessibles dans le bandeau gris situé au-dessus de la carte. À chaque fois, l'information est présente sous 3 formes. Une carte, un tableau et un graphique. En cliquant sur un territoire, on accède à un niveau plus fin d'information. Sur le bassin de la Tête, on peut voir une représentation des grandes unités de gestion de l'eau. La légende de la carte est située dans la fenêtre à gauche de l'écran. Par exemple ici, plus l'aplat de couleur est rouge et plus les prélèvements annuels sont importants. Les camemberts identifient les principaux préleveurs par secteur d'activité. En plaçant la souris sur les points noirs de la carte, on peut apprécier les débits mensuels de rivières. Des tableaux et des graphiques sont également disponibles. L'information restituée dans ces tableaux dépend de la maille à laquelle on observe la carte. Ici, par exemple, on regardait l'ensemble du bassin. On a donc un tableau et un graphique pour ce territoire. Toujours dans le même onglet « Visualisation et scénario », on peut faire évoluer les années représentées. Par exemple, ici, 2004 correspond à une année sèche, 2005 une année moyenne et 2006 une année humide. Pour les prélèvements, les différences s'observent principalement sur le secteur agricole, l'irrigation dépendant fortement de la pluie.
Strato offre également la possibilité de faire des scénarios d'évolution des demandes et des ressources. Pour cela, il faut travailler sur une copie de la base de référence qui s'appelle Scénario. Autant de scénarios que l'utilisateur le souhaite peuvent être créés. Le paramétrage des scénarios se fait grâce au bouton Édition, dans lequel sont présentes les grandes familles des molettes. À présent, essayons de réaliser un scénario qui consisterait en l'augmentation de la population permanente de 30% et du tourisme hivernal de 10%, en essayant de compenser cette augmentation des demandes en eau par un passage en goutte à goutte des péchés présents sur le territoire. Dans l'onglet Général, on peut modifier la population, la pluviométrie, la température et les pertes réseau. Certains paramètres peuvent être modifiés mensuellement. Des modifications, directement en valeur ou en proportion, sont réalisables. Une fois la modification faite, il est impératif de l'enregistrer. Le paramétrage des modes d'irrigation se fait dans Édition, puis Agriculture, puis Technologie d'irrigation. Ensuite, il est possible de sélectionner le type de culture par grande catégorie et plus précisément culture par culture. Attention, dans cette page, il est préférable de faire les modifications en valeur. Le tourisme est à paramétrer dans Édition, puis Tertiaire, puis Tourisme. Il est modulable mensuellement. Une fois toutes les modifications réalisées, il faut relancer le calcul comme le mentionne le bandeau bleu en haut de l'écran. Une fois les calculs achevés, il est possible de consulter les résultats par comparaison des cartes dans l'onglet « Comparaison carte à carte », en comparant la situation initiale avec les scénarios créés. Cependant, lorsque les évolutions ne sont pas flagrantes, il n'est pas évident de faire la différence entre ces deux représentations. C'est pourquoi les résultats sont également consultables en différence. Le nouveau scénario, moins le scénario de référence dans l'onglet « Comparaison par différence ». Sur cette carte, seule la différence apparaît. On constate ainsi qu'avec les hypothèses que nous avons retenues, il y a une diminution globale des prélèvements. Il est également possible de consulter les hypothèses faites par exemple sur la population, où l'on voit que, selon notre scénario, la population de Perpignan augmente considérablement. Toutes les informations présentes sur le site sont exportables soit en Excel, soit en images comme on peut le voir ici. Dans le domaine de l'eau, il existe des outils d'aide à la décision. Ils travaillent ici et maintenant. Strato ne se contente pas de donner une solution à un problème immédiat. Il est essentiellement malléable, capable de projeter ses réponses dans l'espace et dans le temps. À un moment donné, par exemple, décision sera prise de construire un équipement pour répondre aux besoins d'une petite ville en milieu rural. Strato va non seulement définir les conditions d'une solution adaptée, les impacts sur le territoire voisin, mais en plus, il va en dessiner l'évolution. Quels seront les besoins en eau dans 5, 10, 15 ans, compte tenu de l'essor démographique, de l'urbanisation, du réchauffement climatique, de l'augmentation du tourisme, etc. Tous les cas de figure sont envisagés. Chacun alimente la stratégie présente. De sa pertinence dépendra le bien-être des générations futures. Lorsqu'une mission implémente Strato, les informations récoltées demeurent dans le corpus de l'outil. Au lieu de s'affaiblir au fil de ses utilisations, son cerveau se rend. Je me suis permise d'arrêter parce que j'ai que 10 minutes, mais probablement on va mettre ce film, cette vidéo sur le site de Africa 21 et il sera sur le site de l'ambassade de l'eau aussi si vous voulez et il est sur YouTube. Si j'ai arrêté aussi pour vous parler, c'est pour la simple et unique raison, c'est que je voudrais m'adresser aux startups présentes, à la jeunesse. On est là dans un atelier qui parle d'innovation. Strato, lorsqu'il a été fait, il a été fait en 2010. C'était de l'intelligence artificielle. Il a été fait avant l'heure. Donc, je faisais partie j'étais vice-présidente du comité de bassin, c'est en Normandie. On distribuait l'eau pour 11 millions de personnes.
Et bien entendu, dans un comité de bassin, il y a des décisions qui sont prises collégialement. Et Strato a été freiné par les gens de ma génération, bien entendu, parce qu'il a été fait par la jeunesse. Il a été fait par la jeunesse marocaine, il a été fait par la jeunesse française, la jeunesse palestinienne, la jeunesse jordanienne. Donc, ils ont travaillé tous ensemble et soutenus par leur ministère pour faire cet outil. Son utilisation a été freinée parce que les mentalités de notre génération n'étaient pas encore prêtes. Donc, la grande réforme qu'on doit faire, c'est la réforme de notre génération, de regarder les nouvelles technologies d'une manière différente, d'encourager la jeunesse et d'encourager les startups à aller de l'avant. D'ailleurs, je vais profiter pour féliciter Africa 21 pour cet atelier qu'ils ont organisé et cette conférence. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça sera suivi de faits et qu'on fera des projets réellement concrets pour assurer l'avenir à cette jeunesse qui a tant besoin de soutien. Donc, bravo aux startups, bravo à Africa 21 et merci pour cette occasion que vous m'avez donnée pour présenter un outil qui va être remis en route, qui a été amélioré, qui a été remis à jour. En mois de juin, il est prêt à l'utilisation. Et au mois d'octobre, on va commencer par travailler avec les universités et le Maroc va être le pays qui va coordonner un projet qui s'appelle l'arabophonie et la culture de la gestion de l'eau. Donc, on va travailler sur les méthodes ancestrales. وبقلكن بالعربي إن شاء الله منحافظ على المي كلنا سوا يسلموا والله معكم. Beaucoup, Madame Preto, pour le partage de cet outil. Madame Preto, excusez-moi, j'ai oublié également que c'est un membre fondateur du partenariat français de l'eau, qui est un organisme, qui est une ONG en fait, qui est le bras technique du gouvernement français. Merci pour le partage de cet outil et nous sommes tous d'accord que la démocratisation des données à travers l'accessibilité, la disponibilité des données, est un pilier dans la gestion des ressources en eau. Donc, on utilise les données d'aujourd'hui pour se projeter dans le futur. Donc, on est tous d'accord comme quoi l'un des piliers de développement du continent africain, c'est de concevoir un système d'information dédié à l'eau pour se projeter dans le futur. Merci, Madame Preto, encore une fois. Notre deuxième intervenant, c'est Jawad El-Kharraz. Jawad El-Kharraz fait partie de la diaspora marocaine qui occupe actuellement le directeur exécutif du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui a un statut diplomatique basé au Caire. Jawad El-Kharraz également a travaillé dans plusieurs organisations internationales, dont notamment l'Institut méditerranéen de l'eau, l'UNESCOA, la Commission européenne, PREMA, etc. Donc, Jawad El-Kharraz, il va nous éclairer surtout sur le rôle de l'innovation et de la recherche pour développer des solutions ingénieuses et des solutions innovantes pour faire face au stress hydrique. Tu as 10 minutes, Jawad. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci aux organisateurs de Africa 21 pour m'avoir invité. Je fais partie de ce panel avec autant d'amis, d'experts de renommée. Donc voilà, je travaille en ce moment au Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Mais avant d'arriver à ce centre, je travaillais presque une quinzaine d'années dans le domaine de l'eau. Donc j'ai commencé ma carrière à l'Université de Valence en Espagne. Donc j'ai fait une thèse doctorale sur l'usage de la télédétection, surtout pour le domaine de l'eau. Donc en fait, mon premier projet européen, c'était l'utilisation des données satellitaires pour améliorer l'efficience de l'eau dans l'agriculture. Donc, comme vous savez, les données satellitaires, elles fournissent des données comme l'évapotranspiration, comme l'indice de végétation, un certain nombre de paramètres biophysiques qui permettent de vous donner l'information sur la quantité d'eau qu'il faut utiliser pour telle culture ou d'autres.
Donc, et à partir de là, en fait, je suis allé en France, j'ai travaillé au CIMIT. C'est une sorte d'organisation internationale, Système euro-méditerranéen d'information sur l'eau. On a travaillé surtout avec les ministères de l'eau des pays méditerranéens sur les systèmes d'information sur l'eau. Donc, on a vu tout à l'heure la présentation de Mme Preto sur le Strato, donc des outils d'aide à la décision. Donc, on a longtemps travaillé sur comment, en fait, premièrement, standardiser les données, les indicateurs, comment harmoniser les données, pas forcément centraliser les données, mais en fait, faire d'une sorte que les bases de données dans le pays soient, comme on dit en anglais, interopérables, c'est-à-dire sont connectées. Donc, ainsi, le décideur pourrait prendre la décision adéquate quand il a une information correcte et précise. Mais malheureusement, dans les pays méditerranéens avec lesquels on a travaillé, il y a vraiment il y a des progrès, mais quand même il y a beaucoup de difficultés. Parfois, on trouve des départements dans le même ministère qui ne partagent pas la donnée, ou donc il n'y a pas une coordination. Et donc, ça, c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas gérer une ressource qu'on ne peut pas mesurer. Donc, de là, l'importance des systèmes d'information nationaux et aussi au niveau des agences de bassin, au niveau de bassins versants. À partir de là, en fait, j'ai aussi travaillé sur différents projets d'innovation, donc surtout les projets FP7, Horizon 2020, dans lesquels on travaillait surtout sur la productivité de l'eau dans l'agriculture. Donc, encore une fois, l'usage de la télédétection, usage de capteurs au niveau donc des avions qui survolent les champs irrigués. Donc, on développe des modèles, on développe des outils pour en fait donner à l'agriculteur l'information correcte. Selon le type de sol, le type de culture, quelle quantité d'eau il faut dépenser ou gaspiller pour l'irrigation, etc. Après, en fait, je suis allé au Sultanat d'Oman. J'ai travaillé dans le domaine du dessalement. Aussi, dans le domaine du dessalement, il y a beaucoup d'innovations. Donc, mes collègues Miguel et Enrique vont parler peut-être davantage sur le dessalement. Mais j'ai travaillé pendant 5 ans sur l'innovation, c'est la recherche et le développement dans le domaine des dessalement. Comme vous savez, dans les pays du Golfe, ils dépendent presque entièrement, surtout les villes comme Masrat, Dubaï, Doha, des eaux de dessalement. Donc, la technologie s'est développée en fait, de manière très, très importante. Si on compare le coût du dessalement aujourd'hui, ou la consommation des stations de dessalement aujourd'hui avec les années 80, on a réduit par presque un quart l'électricité qu'on consommait pour produire un mètre cube de dessalé. Donc, au niveau de la technologie, c'est assez développé. On a commencé avec les technologies thermiques. Maintenant, la technologie qui est dominante dans le marché, c'est l'osmose inverse. Donc, il y a aussi, on est arrivé à 3,5, même à 3 kWh par mètre cube. On s'approche de plus en plus à la limite thermodynamique de 1,5 plus ou moins. Donc, il y a encore une marge d'amélioration dans ce qui est la qualité des membranes, ce qu'on appelle Energy Recovery Devices, tout ce qui est pompe, tout ce qui est donc la façon de gérer les stations de dessalement. Là, on arrive à un coût de 0,28 $ par mètre cube, par exemple la station de Hassiana à Dubaï. Donc, c'est vraiment, ça devient très compétitif. Maintenant, avec les engagements des pays africains, dans le Maroc, vis-à-vis les accords de Paris de climat, donc évidemment, il y a tendance maintenant à utiliser de plus en plus des énergies renouvelables. Donc de là, ça fait presque une quinzaine d'années, il y avait pas mal de stations de dessalement, d'unités de dessalement plutôt, qui utilisent des énergies renouvelables dans des villages, des zones isolées. Donc c'était des projets intéressants. En fait, on fournit de l'eau potable pour une petite population. Et ça devient maintenant assez compétitif, même avec des PV, avec des panneaux photovoltaïques qui puissent alimenter les unités de dessalement, et ça devient de plus en plus compétitif. Et donc, c'est vrai, à grande échelle, il n'y a pas encore assez de projets qui sont alimentés par les énergies renouvelables. Il y a peut-être la station de Khafji en Arabie Saoudite, 60 000 mètres cubes par jour, mais il n'y en a pas assez, mais ça va arriver. Donc, il y a une station en Australie, Perth, je pense, vers 120 000 mètres cubes par jour, donc alimenté entre PV et éolien. La station d'Agadir au Maroc, maintenant, je pense, ça fait un an qui a commencé à être opérationnel, donc on produit presque 275 000 mètres cubes par jour, la moitié pour l'agriculture, la moitié pour le fournir de l'eau potable. Donc indirectement, donc alimenté par la station de Nour, donc par
donc indirectement, pas directement. Mais définitivement, l'option de couplage des énergies renouvelables, notamment le PV et les éoliens, avec les unités de dessalement, va devenir de plus en plus compétitif. Et même le coût a baissé considérablement. Quand j'étais à Oman, donc on a lancé par exemple en 2018, on parle toujours d'innovation, une façon de catalyser l'innovation, c'est de lancer ce qu'on appelle challenge, des défis. Donc on a lancé ce qu'on appelle Oman Humanitarian Desalination Challenge, un défi. Il s'agit en fait, de fournir 700 000 $ à n'importe quelle compagnie ou chercheur ou entreprise qui puisse développer une unité de dessalement individuelle qui soit compacte, qui soit capable de produire 3 litres d'eau par jour, qui soit capable de fonctionner un mois au moins, et qui soit capable de dessaler de l'eau salée, c'est-à-dire l'eau de mer, et que l'unité ne soit pas plus chère que 20 $. Donc aussi on a mis une condition de prix. Et donc on a reçu vraiment des solutions très très intéressantes de partout, des MIT, des États-Unis, de Singapour, de la Corée du Sud. Mais on n'a pas encore un gagnant parce qu'en fait c'est très très en fait, c'est pour ça qu'on a appelé challenge. Donc il s'agit vraiment d'aller au-delà au niveau de technologie, d'aller vers vraiment une solution optimale qui tient en compte le coût, qui tient en compte en fait les conditions climatiques aussi, parce qu'il y avait pas mal de solutions qui utilisaient en fait l'énergie solaire, mais durant des jours en fait, où il n'y a pas de soleil, donc ils ne vont pas fonctionner. Nous on a dit qu'il faut absolument qu'ils produisent 3 litres par jour, donc indépendamment des conditions climatiques. Bref, ça c'est au niveau de l'innovation dans le dessalement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré une dame qui est là assise entre les participants qui font en fait, l'obtention de l'eau à partir de l'atmosphère. Donc il y a pas mal de solutions dans ce niveau-là. C'est vrai, c'est des solutions qui sont utilisées sous des conditions concrètes, donc surtout pour des petites productions. Au niveau si on veut vraiment produire plus, vraiment ça pose un problème au niveau, je pense, du coût, au niveau de consommation énergétique aussi. Mais définitivement, l'innovation intervient sur tout le cycle de l'eau, donc l'innovation sur le domaine des dessalement, dans le domaine de l'efficience de l'eau de l'agriculture. Par exemple, au niveau de l'efficience de l'eau de l'agriculture, moi j'ai joué un rôle de promouvoir l'outil WAPOR. WAPOR, c'est un outil développé par la FAO, avec des universités néerlandaises. Il s'agit d'utilisation de données satellitaires avec des données météorologiques pour pouvoir en fait vraiment donner de l'information précise sur la quantité d'eau qu'il faut utiliser pour irriguer certaines cultures dans quelques pays comme le Liban, comme pas mal de pays qui sont pilotes dans ce projet WAPOR. Donc voilà, l'innovation intervient sur tout le cycle de l'eau, comme j'ai dit. Ce que j'allais rajouter, donc au niveau des énergies renouvelables, évidemment, donc comme j'ai parlé de l'usage des énergies renouvelables dans le domaine des dessalement, aussi le pompage solaire, ça reste une solution dans pas mal de régions, surtout on donne pas mal de support aux villages en Syrie. Donc le pompage solaire, ça permet aux agriculteurs de pomper de l'eau pour leur agriculture. Mais il faut vraiment faire attention aussi parce que sans régulation, sans législation, ça peut aussi être, en fait, les agriculteurs peuvent être tentés de pomper jusqu'à vraiment pomper en fait plus d'eau. On peut avoir une overexploitation des nappes phréatiques. Finalement, juste le dernier point que je voulais ajouter. Maintenant qu'on parle d'hydrogène vert, donc c'est l'avenir en fait de l'énergie. Donc pour produire un kilogramme d'hydrogène vert, on a besoin de 9 litres, 10 litres d'eau potable. La solution, c'est le dessalement. Il y a pas mal de gens qui se posent la question, le dessalement, on n'a pas d'eau. Mais c'est vrai, au niveau du coût, ça ne va pas vraiment contribuer assez au coût global de kilogramme d'hydrogène vert. Ça va contribuer par environ 0,01, 0,02 $ pour le kilogramme d'hydrogène vert. Donc je pense que le dessalement pourrait être la solution pour pouvoir avoir l'hydrogène vert qui voilà le futur de l'énergie. Aussi, le dernier point, c'est le projet de l'OCP, qui vont commencer à produire 1 million de tonnes d'ammonia vert à partir de 2027. Donc je pense qu'il y a pas mal d'innovations là-dessus et je pense qu'il faut vraiment encourager l'innovation au Maroc. Surtout, il faut vraiment
essayer de capitaliser et aussi, surtout nationaliser la technologie. Parce qu'il ne faut pas aussi rester dépendant du marché international. Il faut vraiment aussi obliger les compagnies ou les investisseurs à impliquer les gens locaux dans le processus tout le processus technologique en fait, pour produire de l'eau, produire des hydrogènes verts, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jawed, pour cette illustration du rôle de la recherche et de la technologie dans la souveraineté de notre continent. Et il faut rappeler comme quoi que les budgets alloués à la recherche restent quand même en deçà de nos ambitions. Et maintenant, on voit une nouvelle génération des métiers de l'eau. Donc, que ce soit à travers les énergies, les métiers verts, à travers aussi un sujet qui est émergent au niveau de net zéro. Donc, le secteur de l'eau n'est pas concerné uniquement par l'adaptation, mais également par l'atténuation dans tout le cycle de l'eau. Il faut qu'on assure comme quoi on n'émet pas des gaz à effet de serre. Et là, il y a un rôle primordial de l'innovation, de la recherche et aussi des recherches des budgets. Donc, nous lançons un appel aux décideurs pour accorder plus de moyens humains et financiers pour ici le niveau de la recherche, des recherches également souveraineté nationale. Donc, on passe directement à notre troisième invité. Donc, c'est M. Miguel Angel Sáenz, qui est le directeur de l'Association internationale de l'assainissement, qui est également président fondateur de MS Water Consult, avec ses 39 ans au Suez et comme un principal acteur de le marché international de l'eau. Monsieur Miguel va nous éclairer sur le rôle de la recherche, de la promotion des ressources non conventionnelles, notamment le dessalement et la réutilisation. Et j'insiste sur la réutilisation parce que les eaux usées ne sont pas assujetties aux aléas climatiques. Donc, il faut donner beaucoup d'importance à cette ressource comme ressource alternative. À vous la parole, Monsieur Miguel. Merci beaucoup pour l'introduction. D'abord, je veux remercier les organisateurs de ce premier événement Africa 21, Newscom Africa, pour nous avoir invités à débattre d'un sujet qui est important, les liaisons entre l'énergie, l'eau et l'alimentation, que c'est la source de notre vie et de développement. Et pour ça, j'ai pris le premier rôle, c'est de parler de l'eau, mais de l'eau de notre aspect différent. C'est de notre type de ressources d'eau, c'est le dessalement et la réutilisation des eaux résiduaires pour faire un monde beaucoup plus durable. D'abord, l'eau, il habite avec nous dans la Terre depuis que la Terre elle a été créée, plus de 4 000 millions d'années. C'est avec ça que les cycles de l'eau, les systèmes d'évaporation et la condensation de l'eau à travers la pluie, que l'eau s'est partagée par tout le monde. Et c'est pour ça que c'est notre nature de développement. Il y a des pays qui sont beaucoup plus développés que des autres, dû à les sources d'eau. C'est la source de la vie. Par contre, les dernières années, le changement climatique, il fait que ce type de distribution soit déséquilibré. Et ça provoque des impacts importants dans tout le monde. Et c'est pour ça que les dessalements et la réutilisation de l'eau, ils peuvent nous aider parce qu'au moins, ils peuvent apporter de nouvelles ressources capables de fournir de l'eau où il n'y a pas. Tous les bassins méditerranéens, et l'année 2022, c'était un bel exemple de pourquoi, a été fortement impacté par ce changement climatique. Cette photo correspond, cette image correspond à novembre 2022. Et on peut voir que tous les sources d'Europe, le nord de l'Afrique, c'était encore rouge et orange comme indicateur le plus fort de la sécheresse. Au mois d'août, c'était même l'Europe du Nord était rouge. Ça, c'est les photos qu'on va voir les prochaines années. C'est pour ça que c'est important de voir comment on réutilise l'eau. Cette eau, il couvre les 70% de la surface de notre terre, mais malheureusement, les 97,4%, c'est l'eau salée. Seulement 2,6%, c'est l'eau douce. Mais
les 68% de cette eau douce, c'est en forme de glace. On ne peut pas l'utiliser. Ce qu'on peut utiliser, c'est l'eau souterraine et quelques eaux de surface qui représentent en totalité moins de 0,8% de l'eau qu'on a dans la Terre. Et c'est ces sources d'eau, c'est ça qui va faciliter notre vie et notre développement. C'est pas moi qui ai fait ça. Bon, je continue en attendant qu'on résolve les problèmes techniques, parce que j'ai profité, parler des chiffres, comme Johan nous a introduit dans le monde de dessalement, c'est difficile sans montrer quelque chose dans l'image. C'est l'image qui nous fait retenir ce type de choses. Une image, ça vaut plus que 1000 paroles. Et maintenant que je récupère ça, je vais mettre quelques chiffres de ce qui comporte d'abord le dessalement. Le dessalement, ce n'est pas nouveau. Le dessalement, l'évaporation, à niveau industriel, ça a été développé à la fin des années 40 et l'osmose inverse a été développé l'année 56. Et c'est plutôt à partir des années 60 que ça a été développé. De ces dates jusqu'à aujourd'hui, s'était construit presque 23 000 usines de dessalement, avec une capacité totale de production de 135 millions de mètres cubes par jour. De ces parties, la plupart se sont encore en service ou en construction. Presque 19 000 usines sont capables de produire 127 millions de mètres cubes par jour, pour tous les domaines, l'industrie, les municipales, l'irrigation. De ces parties, les 60%, c'est l'eau des mers. Ce qu'on peut voir dans les graphiques. Il y a encore 6 800 usines dans le monde, en service ou en construction, qui seront capables de produire 77 millions de mètres cubes par jour. Où est le dessalement? Je crois que ce graphique du monde donne une image très rapide. On peut, par exemple, ils sont dans 150 pays, ils sont des usines de dessalement. C'est presque la totalité du monde, pour un domaine ou un autre. Et 400 millions de personnes se sont capables d'être alimentées par des sources d'eau dessalée, ou des industries qui l'utilisent. On peut voir à droite, c'est l'usine de Perth. C'était mise en service l'année 2006 et c'était la première qui a profité d'être couplée à des énergies renouvelables. Il a été 100% fourni avec des énergies renouvelables l'année 2006, avec des énergies éoliennes. Le dessalement, ça a été développé d'une façon rapide. On peut dire à certaines années, c'était exponentiel. Et c'était grâce à l'innovation. La recherche, l'utilisation et la réduction du prix des choses, ils ont fait ce fort développement. Et on peut voir que tous les années, on peut avoir de nouvelles stations capables de produire 5 millions de mètres cubes par jour. C'est-à-dire, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est une technologie mature. 60%, c'est pour des utilisations municipales ou d'irrigation. Mais un tiers, c'est l'industrie. L'industrie, c'est un grand utilisateur de dessalement. Jusqu'à la date, 60% avaient comme source d'eau l'eau des mers. Mais les dernières années, c'était en très forte croissance. Les 5 dernières années, les usines de dessalement qui sont comme eau brute, l'eau des mers, ils sont montés jusqu'à les 70%. Et on peut voir que la taille des usines, c'est énorme. 10% de le nombre d'usines sont capables de donner les 50% de production. Même les 10% des usines, ils sont capables de donner les 80% de la production totale. Pourquoi? C'est de l'économie d'échelle. C'est ça qui a fait de faire des grandes usines capables d'alimenter des grandes zones qui le demandent dans le monde pour réduire les coûts. Parce que ce n'est pas une technologie comme la fabrication d'eau potable conventionnelle, que c'est moins cher. Ici, il faut dépenser d'énergie, il faut avoir un investissement très coûteux. Où se produit le dessalement? À part les premiers graphiques dans le monde, on a plus ou moins une idée où il se déplace, mais c'est l'Europe, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient qui concentrent les 70% de développement de dessalement aujourd'hui. Mais l'Asie, le sud de l'Asie, l'Inde, même l'Australie et le Des-Américas, ils sont en très fort développement et utilisation des dessalement. Pas seulement comme source d'eau potable, c'est aussi même pour l'industrie minière. Le reuse, c'est un peu différent. Parce que le reuse, il n'y a pas une seule reuse.
Il y a 4 types de reuse. Le reuse de facto, c'est-à-dire on traite les eaux résiduaires et on met dans la nature avec une petite désinfection. On fait une filtration additionnelle sur le traitement tertiaire, que ça aide à réduire la matière en suspension. On fait des traitements tertiaires plus avancés et même les multibarrières qui assurent qu'il n'y a pas même pas de sel, pas de pathogènes, pas de matières organiques dissous, et qui, ça donne aussi beaucoup plus d'utilisation, même l'utilisation directe ou indirecte pour l'eau potable ou les recharges des nappes phréatiques. En moyenne, tous les années, on incorpore le double que dessalement, autour de 10 millions de mètres cubes par jour de nouvelles usines, avec une croissance qu'on voit qui est aussi exponentielle. Dans les régions, c'est la région d'Asie-Pacifique, pour la très forte concentration, qui c'est en plein développement. Mais les Américains, l'Europe et le nord de l'Afrique, ce sont des forts utilisateurs et de demandeurs de réutiliser les eaux déjà traitées dans les municipalités. Ici, on peut les résumer dans un graphique plus rapide. Les 75% des applications aujourd'hui, ça vient de l'industrie et de l'irrigation. Très diverses. Et c'est un peu différent en fonction des continents, des pays et les types de cultures. Mais aujourd'hui, l'industrie, ou les pays qui vont se développer fortement dans l'industrie, ils sont aussi des pénuries d'eau. Et ce sont des grands demandeurs de les reuse. On peut voir ces graphiques pour les prochaines années les usines de reuse. C'est un peu différent de ce qu'on a vu sur le dessalement, que c'était bien concentré dans le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, parce que la forte sécheresse et la manque de ressources. Ici, on peut voir des usines qui sont un peu différentes et que tous les deux, ils mettent de l'eau traitée avec des effets multivariaires pour réinjecter l'eau dans la nappe, qui ultérieurement sera utilisée comme l'eau potable. Ça, un, c'est en Australie, l'autre, c'est à Barcelone. Et par contre, si on parle des détails, ici j'ai mis 2 graphiques, justement pour montrer une image de quelle est la taille des usines. En dessalement, aujourd'hui, on peut parler de 600 000, 1 million de mètres cubes par jour, et ce sont des usines qui sont déjà en service ou en construction, mais en reuse, on peut arriver à avoir 6 millions de mètres cubes. Et l'Égypte, il y a des bels exemples pour ça. C'est pas loin. Et malgré tout, ils sont forcés à utiliser les eaux traitées pour les mettre dans l'agriculture. Bon, merci pour cette introduction. Après, on pourra parler de tous les impacts et comment on a développé les choses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Miguel, de nous avoir éclairé sur le rôle de la recherche dans la promotion du recours aux énergies et aux ressources non conventionnelles, principalement le dessalement et la réutilisation. Je pense que le Maroc a développé son expertise, ou développe son expertise dans la technologie de dessalement, qui n'est plus réservée uniquement aux provinces du Sud, mais sera généralisée par la suite dans d'autres régions du Royaume. On passe au 4e intervenant, M. Enrique Cefres, qui est le vice-président de la Commission internationale des grands barrages, qui est également docteur en génie civil. Donc, il a travaillé dans des organismes publics en charge de la gestion des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques, et aussi comme professeur à l'Université polytechnique de Valence sur l'ingénierie des barrages et des ressources en eau. Donc, l'intervention sera dédiée principalement au rôle des grands aménagements. Merci beaucoup. Donc, grands aménagements, principalement les barrages dans la gestion de stress hydrique. Il y a beaucoup de polémiques il y a beaucoup également de débats sur le rôle des barrages. Est-ce que ce sont des infrastructures durables? Est-ce que ce sont des infrastructures qui atteignent plutôt à la biodiversité? Donc, je vous donne la parole pour éclairer le public et l'audience sur le rôle des grands aménagements, principalement les grands barrages. Merci beaucoup. Je vous remercie pour donner moi l'opportunité d'exposer au nom de la Commission internationale des grands barrages quel est l'état de la question. La première question serait, on peut parler d'innovation dans le domaine des barrages? Bien sûr, parce que les barrages sont considérés comme vieux solutions pour vieux problèmes. Et nous avons maintenant de nouveaux problèmes, mais les vieux problèmes sont encore là-bas. Il doit donner solution pour grande part du planète
où il n'y a encore les conditions suffisantes pour le bien-être. Et alors, la première question serait, et je veux seulement souligner quels sont les domaines où les barrages doit changer les rôles pour les défis du présent siècle. Et alors, la première question est que la Commission des grands barrages a adopté une déclaration mondiale en 2012 sur la nécessité de stockage de l'eau. Le stockage en général, c'est une clé pour le management des ressources en eau et il y a le besoin de le stockage, c'est indubitable. Et nous avons besoin de barrages. Pourquoi? Il y a différentes questions. La première est que la irrégularité de la disponibilité des ressources en eau est réduite par le changement climatique. Mais il y a aussi des autres conditions. Par exemple, la croissance de la population à les mégapoles, la concentration de la demande a changé aussi, mais aussi il y a beaucoup de places à les planètes où ils sont loin de la mer, sont à l'intérieur, et il faut profiter des ressources qui réellement sont disponibles. Et alors il y a beaucoup de choses, et alors toutes sont soulignées dans cette déclaration mondiale qui est de 2012, mais encore. Et un exemple très clair, c'est qu'à Madrid, par exemple, c'est à l'intérieur de la péninsule et seulement les 20 ou 25% de la population serait possible d'être là-bas sans les 14 barrages qui sont disposés pour l'alimentation de l'eau potable à la ville. Il n'y a pas d'autres solutions. Ce serait impossible la société actuelle sans ces barrages. Et une autre question à niveau global, c'est que nous pouvons voir les graphiques là-bas, inférieurs, que la nature nous donne approximativement 9000 km3 d'eau douce pour l'humanité. Mais les barrages, encore, il y a un fournissement complémentaire de 4000 grâce à les barrages. Et il y a encore projet identifié pour l'avenir de 1200 km3 de l'eau possible. Alors c'est un peu plus, mais c'est important. Nous ne pouvons pas renoncer à cette possibilité. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de pays où il y a de l'eau, mais il n'y a pas de les infrastructures pour prendre l'eau et pour manager ces ressources en eau. Et alors, c'est une question non seulement de la disponibilité de l'eau, mais la possibilité de le prendre et l'utiliser. Et alors, nous pouvons voir une très grande relation entre le nombre de barrages pour la population et l'index de développement humain des Nations Unies. Et nous pouvons voir quelle est la relation très grande. Où il y a des barrages, il y a bien-être, où il n'y a pas. Pourquoi? C'est en réalité, et nous pouvons le voir avec ces chiffres, la ligne noire, c'est le nombre de barrages per habitant à le monde. Une autre manière de le voir, c'est un domaine de la santé, par exemple. Nous pouvons voir ce graphique du Japon, après la Grande Guerre, était la situation et combien, une fois qu'on a mis en place 5 barrages pour l'alimentation de Tokyo, il y a des paramètres de la santé qui sont descendus totalement. Par exemple, la mortalité infantile a disparu. Bien sûr que ce n'est pas seulement pour les barrages, mais les barrages sont aussi dans les solutions qui ont été mises en place dans ce cas. Et il y a beaucoup pour la qualité de l'eau, pour la garantie de l'eau, et alors pour la santé, c'est une des conséquences. Une autre question pour adapter, pour faire un nouveau défi de ce cycle, c'est conséquence du changement climatique. Est-ce qu'il y aura plus d'inondations, plus de crues? Et alors, le rôle des barrages pour le contrôle de les inondations, c'est encore plus important, mais aussi les risques
parce qu'il faut adapter les barrages pour que nous avons plus de nouvelles données, nouvelles méthodologies d'analyse, et alors plus d'exigences de sécurité pour la société, bien sûr. Et il y a un changement climatique qui donne en conséquence de plus hauts débits de crues. Nous pouvons voir qu'à la Méditerranée, nous avons fait une petite estimation que peut-être que les grands crues, il y aura une croissance de 40% de débit seulement pour le chauffement de l'eau de la mer. Seulement pour un paramètre, si un incrément de 3 degrés signifie la croissance de 40% du débit des crues. Une autre chose qui est sur la table, après un rapport de l'Université des Nations Unies, c'est la possible obsolescence, un vieillissement, pardon, en français c'est terrible, et sur la place. Et il y a 50 000 barrages au monde. Il faut travailler et investir l'argent pour maintenir, pour le maintenance des barrages et continuer à profiter les services des barrages. C'est le même qu'en ville. Aucun ne peut penser à abandonner une ville parce que vieux. Il faut mettre l'argent et continuer l'adaptation, etc. Il y a un travail très grand. La Commission internationale des grands barrages a choisi le premier congrès en 1935 a été sur le vieillissement du barrage. On fait travailler toujours en ce domaine. Un autre défi bien sûr, c'est sur la question des financements. Il y a barrages pour l'électricité, pour l'irrigation, pour le contrôle des crues, etc. Mais quelquefois, il faut partager l'investissement pour tout. Et alors, c'est une opportunité de financer quelques choses qui normalement ne sont rentables du point de vue monétaire, comme peut-être l'irrigation, mais avec les réservoirs de gouttes multiples, c'est possible d'avoir quelques stratégies de gagnant-gagnant pour profiter le bénéfice d'une chose pour l'autre et d'un point de vue plus solidaire. Il y a encore un autre défi très grand pour la transition énergétique. En ce moment, l'hydroélectricité, c'est seulement le 20% au monde de production. Mais il y a des autres services qui donnent l'hydroélectricité. C'est pour non seulement l'énergie, mais aussi la puissance. La puissance est très importante pour la sécurité des réseaux électriques. Et alors, il faut avoir une capacité pour suivre la demande, change brusque de la demande, qu'il faut les suivre. Et seulement l'électricité est capable de ça. Et aussi de la sécurité, de contrôle de la fréquence, de la réseau, etc. Mais maintenant, les défis de développement de nouvelles énergies renouvelables ont besoin de stockage d'énergie. Et la principale n'est pas l'unique, mais la principale solution pour le stockage d'énergie rapide, c'est le barrage et le rôle que peut jouer dans la croissance et l'implémentation de grandes quantités d'énergie renouvelable pour remplacer les fossiles. Et aussi pour mettre comme une possibilité réelle la transition énergétique. Il y a des autres rôles nouveaux, par exemple la recharge des aquifères souterrains qui ont été surexploités. Parmi tous les autres ressources sont les plus vulnérables. Et il y a déjà des projets pour la recharge des aquifères.
avec bon succès. Et finalement, il y a une autre chose que pour moi c'est important parce que la innovation n'est pas seulement, comme j'ai dit, des domaines technologiques, mais aussi de la gouvernance, de la financement, etc. Et c'est réellement, il faut considérer les bagages dans un schème de gestion intégrée des ressources en eau. Et combiné. Il y a ici deux exemples, à Mallorca et aussi à Constantine, en Algérie, où on peut voir qu'on a conçu tout le système de dessalement couplé avec le barrage et les aquifères. Et si on fait comme ça, on peut réduire l'investissement s'il y a une allocation intelligente, n'est pas seulement de ressources en eau, mais aussi de l'écoute, de les prix, de les financements, etc. Tous ensemble, on peut optimiser et avoir un seul. Et c'est le fin de la controverse entre barrage et transfert et dessalement. Toutes les solutions doivent travailler ensemble pour trouver la meilleure solution. Et il y a déjà des exemples, tout le monde. Tout le monde, non, mais on doit travailler en cette direction de l'intégration de toutes les ressources en eau, mais ne pas seulement pour mélanger l'eau, mais aussi l'écoute d'une manière intelligente. La dernière, c'est un exemple à l'Espagne, où il y a en ce moment une controverse pour le transvasement, le transfert de l'eau de l'intérieur à Murcia, et on a conçu un système d'intégration de la plus grande usine de dessalement à l'Europe, que c'est Torrevieja, pour fournir de l'eau et complémenter le transfert de l'eau. C'est une question de gestion intégrée, réellement intégrée, et aussi de prix et de coûts. C'est toutes les questions que je pensais qu'on peut mettre sur la table pour discuter quelles sont les innovations nécessaires dans le management de l'infrastructure hydraulique. Merci, je suis ouvert pour votre question. Merci beaucoup, Eriki, pour cette présentation enrichissante. Au-delà du rôle des grands aménagements et des barrages dans la régularisation des débits pour différents usages et la production des énergies hydroélectriques, nous avons vu comme quoi ces aménagements ont un rôle important dans la promotion du développement humain à travers le lien entre les indicateurs de développement humain et les grands aménagements, que ce soit dans l'amélioration des conditions sanitaires, que ce soit dans l'éducation, la création de l'emploi exactement. Donc, ce sont des ouvrages qui, leur retombée dépasse l'accès à l'eau, mais plutôt pour atteindre et toucher les autres secteurs sociaux. Notre intervenant suivant, c'est M. Abdelaziz Zerwali, qui est directeur de recherche et de la planification au sein du ministère de l'équipement et de l'eau. Zerwali a géré aussi les ressources hydriques à l'échelle du territoire, donc l'AGIR comme directeur des agences de bassin, donc il a quand même roulé sa bosse partout, l'agence de bassin de Beni Mellal, Bourgrag, Itansifts. Il va parler principalement de l'innovation de la gestion de stress hydrique. Mais à part l'intervention, M. Zerwali, est-ce que vous pouvez nous assurer sur la situation hydrique du Maroc? J'espère qu'il est amélioré relativement. Donc, vous pouvez éclairer l'audience sur l'état des ressources hydriques au Maroc au stade actuel. Merci, Zerwali. Bonjour tout le monde. Merci, Madame Sharafat, mes chers collègues. Concernant votre question, je vous rassure en fait que la situation hydrologique c'est bien améliorée, elle est nettement améliorée par rapport à l'année dernière, puisque cette année, comme vous le savez, l'année hydrologique c'est à partir du 1er septembre 2022 jusqu'au août 2023. Comme pluviométrie, donc du 1er septembre à aujourd'hui, donc nous avons entre 27 mm à 292 mm avec un maximum de 800 dans le bassin de Sbou. Et nous avons donc une pluviométrie vraiment excédentaire par rapport à la même période, en la comparant à la période de l'année dernière. Et nous avons même un excédent de 15% au niveau du bassin Awad-Noun. Et par rapport à la normale, cette pluviométrie elle reste encore déficitaire.
Et ces déficits, ils varient entre 11% au niveau de Zisgergris, à moins 49% au niveau du bassin de Bourgreg. Et en matière d'apport, donc à partir du 1er septembre à aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 2,3 milliards de mètres cubes, soit un déficit de 61% si on va comparer ces apports par rapport à la moyenne. Et si on va la comparer par rapport à l'année dernière, nous avons un excédent de 200%. Ce qui fait les réserves que nous avons actuellement au niveau des barrages, c'est autour de 5,3 milliards de mètres cubes, soit 33% par rapport à l'année dernière. Donc on est pratiquement proche par rapport à l'année dernière. Bon, pour ces aspects de technologie et de stress hydrique, moi en fait, ce que j'ai essayé de faire, je suis désolé, je n'ai pas présenté de slide, mais j'ai essayé de voir un petit peu le parcours de cette technologie avec cette problématique des ressources en eau depuis les années 80 jusqu'à maintenant sur différents aspects. Et si je prends par exemple l'aspect de l'augmentation de l'offre, dans les années 80-90, on était incapable, donc on connaissait qu'il y avait une technique de dessalement, mais au niveau des études de planification, on n'a jamais dit qu'on va faire le dessalement dans cette zone ou dans cette autre, parce que c'était des coûts exorbitants. Et la seule station de dessalement qui a été réalisée à l'époque, dans les années 90, au niveau de la province de l'Aïoun, c'était pour l'eau potable de l'Aïoun, avec un prix un prix à l'époque exorbitant qui dépassait les 20 dirhams, les $2 le mètre cube. Et donc, c'était pratiquement impossible de parler dessalement. Actuellement, justement, parce qu'il y a cet apport et ce progrès technologique, que nous sommes à des prix abordables et je dirais même parfois ils sont concurrentiels aux eaux conventionnelles. Mais la recherche et développement, il faut encore ajouter, il faut encore travailler parce que ce dessalement, nous avons résolu un problème, mais en fait nous avons abordé un autre problème, c'est les saumures. Les saumures, c'est un sérieux problème. Nous, on ne l'a pas. Bon, nous avons actuellement 152 millions de mètres cubes dessalés. À l'horizon 2030, on va dépasser le gap de 1 milliard de mètres cubes dessalés, une fois tous les projets seront réalisés. Mais les pays qui nous ont devancés sur cet aspect, il y a un sérieux problème de sommaire et pour lequel, justement, il y a pas mal de chercheurs. Bon, la technologie, elle s'améliore pour pouvoir, justement, valoriser ces saumures au lieu de les rejeter en mer. C'est un coût additionnel, certes, mais c'est une nécessité pour sauvegarder le milieu marin. Pour notre cas, bon, il ne faut pas bien sûr dramatiser, parce qu'on fait des études, quand on fait un projet de dessalement, donc il y a des études, et ces études, donc il y a des études de modélisation, des études de bathymétrie, de manière à ce qu'on fait disperser ces saumures pour qu'il y ait le moindre impact sur le milieu marin. Nous avons aussi les pompages solaires. Au niveau des années 90, quand on a initié le programme d'eau potable rurale, c'était pratiquement un luxe de parler le pompage solaire. Et nous avons des difficultés parce que dès que nous avons une HMT qui dépasse les 40 mètres, c'était pratiquement impossible de penser au pompage solaire. Maintenant, le pompage solaire, c'est une pratique, je dirais, évidente, et même elle est prisée parce que nous avons des coûts moins importants. Mais en fait, la technologie, encore une fois, elle n'est pas toujours bonne parce qu'elle n'est pas utilisée à bon escient. Et quand on a un pompage solaire et quand on n'est pas autorisé, on équipe un point d'eau et on pompe, mais on ne pense pas que l'eau souterraine, c'est un bien partagé qu'il faut exploiter modérément en fonction des autorisations qui sont remises, ben là, on va contribuer à la surexploitation des nappes. Il y a aussi les barrages, et notre collègue en a parlé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, mais moi je vous dis tout simplement, au niveau des études de planification, au niveau de certains bassins comme le bassin de Mlouya, le barrage Tergaoumadi, celui de Gersif, il était pratiquement impossible. Maintenant, c'est une réalité, les travaux sont en cours grâce justement à ces développements technologiques. Il y a aussi le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau a des coûts
vraiment raisonnable, compétitif, a permis donc une réutilisation, comme a dit Madame la Ministre, une réutilisation. Et nous avons au niveau du programme 2027 un programme ambitieux, donc on vise d'ici 2027 la réutilisation d'un volume de 100 millions de mètres cubes et la machine a déjà démarré au niveau de Rabat, au niveau d'Agadir, au niveau de Tanger, etc. Et elle est actuellement en cours au niveau de Casablanca. Et la technologie, donc avec ces aspects technologiques, on peut réfléchir à tout quand on a un stress hydrique. On pense même à récupérer l'eau douce au niveau des mers. Et ça aussi, c'est possible. Il y a des sociétés qui le font. Bon, le coût, il est relativement élevé, moyennant les cloches d'Archimède. Donc, on peut le faire. Il y a des pays qui le font. Il y a aussi la production de l'eau à partir de l'air, moyennant des conditions de température et d'humidité bien déterminées. Et c'est une technologie qui est très importante, notamment au niveau des régions où nous n'avons pas de mer, mais nous avons un stress hydrique important. Il y a aussi une autre composante qui n'est pas à oublier, c'est le temps calcul. Le temps calcul, quand on fait des modèles, et les collègues en ont parlé tout à l'heure, quand on fait les calculs, quand on fait une modélisation d'une nappe d'eau souterraine ou d'un bassin versant pour l'Agir, par exemple, on peut aller jusqu'à 12 heures. On lance la simulation et on vient demain matin pour pouvoir voir les résultats des simulations, etc. Pour relancer une autre simulation, c'était vraiment pénible. Maintenant, c'est l'histoire de 15-20 minutes. Donc, vous voyez un petit peu le temps que la technologie a permis et les facilités qu'elle a mis en place. Concernant la gestion de la demande, ça aussi, bon, il y a toute une multitude d'innovations technologiques qui ont permis cette économie d'eau. En matière de détection des fuites, il y a plusieurs techniques actuellement, par télédétection, par caméra, par robot, etc., et qui permettent non seulement la détection, mais en même temps la réparation. Il y a tout ce qui concerne l'économie de l'eau, goutte à goutte, aérosol, etc., qui permettent des économies qui peuvent aller jusqu'à 30%. Il y a aussi ce qu'on appelle l'efficacité hydrique, cette fois-ci domestique, donc tout ce qui concerne l'appareillage électroménager. Donc maintenant, là aussi, l'innovation, elle était au rendez-vous pour proposer en fait des appareils, des robinetteries, des chasses d'eau, des machines à laver, etc., qui sont économes d'eau. Concernant la mesure et la prospection, ça aussi, l'innovation, elle était au rendez-vous parce qu'au niveau de la mesure actuellement, on peut procéder, je vous donne un exemple pour les inondations par exemple, au niveau d'un bassin donné, si ce bassin il est équipé, on peut suivre, comme le cas de Bourgreg ou le bassin de Melh par exemple, nous avons des stations hydrologiques et nous sommes équipés en matière de radar pour pouvoir mesurer et l'information elle est transmise directement au serveur de l'agence de bassin pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour éviter le drame et en même temps collecter l'information et donc la mesure, ou c'est ce qu'on appelle d'une manière générale la télémesure, parce que ça c'est valable aussi pour les eaux souterraines. Il y a aussi la bathymétrie. Maintenant, la bathymétrie, c'est pour mesurer les niveaux d'eau. Et pour répondre à l'éternelle question, est-ce qu'au niveau d'un barrage, il y a de l'eau ou il y a de la vase? En fait, il y a des technologies de bathymétrie maintenant qui nous permettent de modéliser la retenue avec des échosondeurs multifaisceaux, avec une précision millimétrique, et c'est vraiment extraordinaire, avec des coûts qui sont vraiment à la portée. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. En matière de télédétection, là aussi, il y a beaucoup de choses nouvelles, notamment, et ça c'est à l'essai en fait, c'est la mesure de la gravimétrie moyennant des satellites. Donc, quand il y a un passage de satellite sur un même point et nous avons un delta G qui varie, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Et l'anomalie, elle est due à quoi? Elle est due vraisemblablement à une variation piézométrique et on peut calculer en fait cette variation. On peut calculer aussi les prélèvements des eaux souterraines, on peut faire des estimations de l'évaporation et le champ il est beaucoup plus important. Pour les forages d'eau aussi, c'était la même chose. Pour pouvoir capter une nappe d'eau souterraine au niveau des calcaires, c'était pratiquement impossible.
si nous avons des problèmes de perte totale, c'était vraiment compliqué. Mais maintenant, les méthodes et les machines de forage, ils permettent de passer cette difficulté. Les isotopes aussi, c'est la même chose. Maintenant, il y a des technologies pour pouvoir mesurer l'eau, pour pouvoir connaître l'âge de l'eau, pour pouvoir connaître l'origine de cette eau, pour pouvoir connaître un petit peu les interactions en établissant des bilans isotopiques. Donc la technologie, elle est au rendez-vous pour nous faciliter en fait le travail, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir gérer et pour pouvoir planifier. Au niveau du ministère, nous avons pas mal de contrats de recherche. D'ailleurs, un contrat de recherche important qui sera signé, j'espère, demain avec l'Université Polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir, justement sur ces aspects d'utilisation de la gravimétrie pour approcher, si vous voulez, la profondeur de l'eau. Bon, comme vous le savez, et d'ailleurs ça a été confirmé par le discours royal, l'innovation, elle est au cœur de la gestion et de la gestion des stress hydriques que nous connaissons, le discours royal, le dernier discours royal au Parlement. Et la technologie, certes, donc elle nous facilite la vie, donc nous avons plus de confort aussi, donc, mais nous avons une tendance à la consommation et donc au gaspillage. Et c'est ça le bas blesse de cette technologie. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Et ce qui est important dans tout ça, parce que quand on va utiliser une technique et moyennant maintenant les réseaux sociaux, donc on le sera que ce soit en Australie, au Japon, etc. Donc on va connaître cette technologie et on peut l'utiliser. Et je vous avoue, au Maroc, pratiquement toutes les technologies, on est au courant de ce qui se passe à travers le monde. Peut-être on ne les utilise pas toutes en fonction des prix, mais ils sont là, on les connaît. Le seul problème que nous avons, et peut-être c'est une question de l'échelle, enfin à l'échelle humaine, c'est le changement de comportement. Cette innovation doit être associée à un changement de comportement vis-à-vis de l'eau, de l'être humain. Et c'est ça qui va nous permettre de gérer l'eau à bon escient. Et donc, il faut faire appel aussi à cette technologie pour pouvoir revoir peut-être cette éducation pour que l'enfant d'aujourd'hui, demain, il va utiliser cette eau et il va penser à l'autre génération. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Zerouali, qui a mis en lumière les différents aspects d'utilisation de la technologie et l'innovation dans le cycle de la gestion de l'eau. Mais je dirais que le recours à l'innovation tout azimut, on commence à perdre le métier de l'ingénieur, donc qui est remplacé plutôt par des machines parfois. Et ça, il faut être un peu prudent là-dessus. Donc, nous allons clôturer notre panel par la LIDEC, M. Saad Al-Azaoui, qui est un directeur maîtrise d'ouvrage et responsable du projet Ville de demain de la LIDEC. Monsieur Saad Al-Azaoui, diplômé en ingénierie de l'environnement et l'aménagement du territoire du Paris Tech, titulaire aussi d'un master de gestion de projet de développement d'Agropolis de Montpellier. Comment va la LIDEC? Elle va bien? Donc je donne la parole parce que la LIDEC, c'est la société qui gère le secteur de l'eau, l'électricité et l'assainissement dans le Grand Casablanca. Merci Madame la Ministre, merci Africa 21 de m'avoir invité et de nous donner en fait l'occasion de partager avec vous l'expérience et surtout les technologies innovantes qu'on a pu mettre en place au niveau du Grand Casablanca, parce qu'on gère Casablanca plus 14 communes autour de Casa, et c'est des technologies aujourd'hui qui nous permettent en fait de réduire la pression sur la ressource et surtout d'économiser la ressource en eau. Donc sans trop tarder, je vais en fait essayer de... Donc juste pour vous parler un peu du contexte de Casa, depuis 2021, nous avons en fait atteint un point de rupture, c'est-à-dire que au niveau de Casablanca, la ressource disponible, puisqu'on est alimenté à partir de deux ressources, la Oued Bourgreg et Oued Omrbeh,
et à travers le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah au niveau de Bourgrag et à partir de Messira Maachou au niveau de Messira. Donc nous avons atteint un point de rupture puisqu'en fait les capacités ou les ressources disponibles sont devenues inférieures aux besoins de Casablanca et surtout en période de pointe et c'est spécialement pendant l'été qui coïncide sur ces dernières années avec l'Aïd Kbir et donc nous avons une grande gestion de crise qu'on gère le jour de l'Aïd parce que ça coïncide avec des périodes, on va dire, ces derniers temps, avec des périodes de canicule, mais surtout avec des fortes consommations liées à l'événement de l'Aïd Kbir. Et sachant que ces consommations peuvent aller jusqu'à 750 000 m3 jour, et en moyenne, nous avons une capacité qui ne dépasse pas les 650 000 m3 jour. Et donc, on agit à travers une gestion dynamique des réseaux, on va en parler un peu dans le détail, il y a quelques exemples, pour pouvoir gérer en fait ces jours de pointe sans que le citoyen casablancais s'en rende compte parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rupture de service malgré cette contrainte. Bien sûr, en attendant, Inch'Allah, la station de dessalement, normalement, on n'aurait plus ce problème-là, mais d'ici là, il faudrait bien qu'on gère les années à venir, les 3 prochaines années, jusqu'à mise en service de la station de dessalement du Grand Casa. Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Donc les enjeux, je ne vais pas trop tarder sur les... On a un seul enjeu aujourd'hui, c'est comment en fait assurer la continuité de service avec des capacités qui sont en eau ou des ressources disponibles qui sont inférieures aux besoins des Casablancais. Et pour cela, en fait, je vais partager avec vous quelques exemples des solutions qu'on a pu mettre en place et depuis maintenant quelques années pour certaines solutions. Je vais aller rapidement pour ne pas vous... Donc en fait, nous avons en fait, parmi les solutions qu'on a mis en place, c'est de la télérelève. Là, c'est de la technologie qu'on utilise à 2 niveaux. Nous avons aujourd'hui les grands consommateurs. Il faut savoir que nous avons à peu près 600 clients au niveau de Casa qui représentent 20% de la consommation. Donc nous avons 1 300 000 clients, mais nous avons 600 clients qui représentent 20% de la consommation. Donc ces 600 clients sont suivis de près, mais aussi sont suivis à travers ce qu'on appelle la télérelève. Et c'est une relève, donc ce sont des compteurs intelligents qui sont connectés et en fait on suit en temps réel leur consommation et toutes les variations de consommation et on accompagne ces grands consommateurs pour mieux gérer et surtout en cette période de stress hydrique pour mieux gérer leur consommation, bien sûr avec même des assistances techniques pour une efficacité hydrique au niveau de leur installation. Et c'est surtout des grands industriels qu'on a au niveau de Casablanca. La même technologie Smart Metering ou la télérelève, on l'utilise aussi dans la sectorisation de réseau. Il faut savoir que Casablanca, c'est plus de 7000 km de réseau d'eau potable. Et sur ces 7000 km de réseau d'eau potable, nous avons mis en place un système de sectorisation qui nous permet de mieux gérer secteur par secteur l'eau qui rentre et l'eau qui est distribuée et surtout l'eau qui est perdue pour mieux la tracer. Et donc ces secteurs, ils varient. Nous avons, comme je l'ai dit, 7000 km de réseau et le maillage des secteurs, il varie de 10 km à 100 km. Donc plus le secteur est vétuste, c'est-à-dire nous avons des réseaux anciens et vétustes, la maille du comptage sectoriel elle est réduite à 10 km. Et donc on va retrouver plus au niveau du centre-ville, l'ancien centre-ville de Casablanca, qui est pas loin de l'hôtel où on est, des secteurs qui sont de l'ordre de 10 km et qui sont surveillés à travers de la télérelève suivie en temps réel. Et sachant que la télérelève, quand on l'a démarré avec la technique GPRS GSM. Et aujourd'hui, on utilise la technique radio qui est moins coûteuse et moins énergivore en termes de remontée de la donnée. Donc là, donc parmi les techniques aussi qu'on a mis en place, c'est la régulation. Là, on voit les secteurs, la répartition sur la carte que vous avez, ce sont les secteurs de distribution
dont j'ai parlé au niveau de Casablanca, qui sont télérelevés, suivis et croisés avec la consommation réelle des clients pour en déduire les pertes. Mais nous avons surtout mis en place une gestion de la pression généralisée sur Casablanca, ce qu'on appelle de la modulation de pression, ou avec un terme plus technique, calm network. Et en fait, ces systèmes qu'on a mis en place là aussi sur la majorité des secteurs de Casablanca, ils nous permettent de réguler la pression en fonction des tirages. Ce qu'on appelle tirage, c'est les heures de pointe de consommation. Donc, juste à titre d'exemple, par exemple, la nuit, nous avons une augmentation des pressions au niveau de Casablanca parce que tous les robinets sont fermés et il n'y a pas de consommation, et donc il y a une augmentation qui s'opère au niveau du réseau. Si on n'arrive pas à faire cette gestion de la pression, cette augmentation de la pression peut nous générer des casses au niveau du réseau, mais surtout aussi elle fait augmenter les débits de fuite au niveau parce qu'un réseau, malheureusement, un réseau d'eau potable n'est jamais étanche et il y a toujours des pertes physiques. Et donc le fait de gérer ces pressions à travers ces systèmes qu'on appelle calm network, on arrive quand même à réduire et faire des économies. Je vais vous parler par la suite des économies qu'on arrive à opérer à travers. Donc ça, c'est les systèmes, c'est l'exemple du matériel qu'on installe au niveau du réseau. Et à travers, en fait, les mesures, nous avons des capteurs là aussi qui sont gérés à distance, qui mesurent la pression. Et en fonction, donc, en fait, ce système-là, il régule entre la pression enregistrée et le tirage consommation. Il arrive à mettre en place la pression optimale au niveau de chaque point de distribution au niveau de Casablanca. Là, on voit comment en fait ce système il est géré. Donc, il est géré à travers un outil qu'on va voir par la suite qui s'appelle AquaAdvent. Donc, toutes ces données-là, ils sont remontés à travers un outil d'aide à la décision, et on utilise en fait de l'intelligence artificielle qui nous permet de croiser toutes ces données-là pour pouvoir en fait acter la pression optimale au niveau de chaque point par rapport à des horaires bien définis et qui sont liés soit aux horaires de pointe de consommation ou de baisse de consommation. Ça, c'est la sectorisation dont j'ai parlé plus dans le détail. Donc, c'est le maillage qu'on a mis en place au niveau du réseau. Et donc, vous allez voir que plus on est en périphérie, les mailles, les secteurs deviennent de plus en plus grands. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des secteurs récents, où l'urbanisation est récente, et avec des réseaux qui sont, on va dire, avec une moyenne d'âge assez jeune. Et donc, plus on va aller vers le centre-ville, plus les réseaux sont plus anciens et donc plus vétustes. Et c'est là où on réduit encore plus les mailles des réseaux. Pourquoi on réduit la maille de réseau ? Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui pensé et imaginé, c'est qu'au niveau de chaque secteur, donc nous avons un rendement global à l'échelle de Casablanca. C'est quoi le rendement ? C'est l'eau achetée versus eau facturée. La différence, ce sont des pertes. Et ces pertes-là, aujourd'hui, à travers la sectorisation, on va avoir des pertes par secteur, parce que j'ai aussi des mesures sectorielles. Au niveau, si on veut résumer, c'est par quartier. J'ai de l'eau, j'ai tant de mètres cubes qui rentrent, j'ai tant de mètres cubes qui est facturé, et le reliquat, il est des pertes. Mais avoir une perte globale sur un secteur n'est pas suffisante, et c'est là où le modèle AquaAdvent il se met à travers l'intelligence artificielle à calculer la part des pertes physiques par rapport aux pertes commerciales. Parce que nous avons au niveau de chaque secteur une perte physique qui est liée aux fuites et une perte commerciale qui est liée soit à un compteur qui ne fonctionne pas, ce qu'on appelle les compteurs calés, ou la fraude, parce qu'il y en a qui fraudent soit via des branchements directs ou via en fait une manipulation du compteur. Et donc l'intelligence artificielle, elle permet en fait, en fonction de la vétusté, de l'historique des événements, de calculer la part commerciale et la part physique. C'est ce qui nous permet de ordonnancer les équipes qui vont aller sortir sur le terrain pour aller soit aller chercher des fuites physiques, parce qu'une fois on s'est dit voilà, il y a tant de mètres cubes de pertes physiques, on travaille, il y a un autre, donc on va revenir sur un autre système, et donc on sectorise les fuites. Donc une fois on a estimé les pertes physiques
des pertes commerciales. Là, je vais vous parler plutôt des pertes commerciales, des pertes physiques. Nous avons deux techniques qui sont aujourd'hui utilisées par les équipes. Pour les feeders, on met en place ce qu'on appelle une smart ball. Cette smart ball, c'est une petite balle qu'on injecte au niveau des feeders, et c'est en traversant en fait la conduite, en suivant l'écoulement naturel de l'eau, elle remonte, c'est une balle connectée, elle remonte au niveau du système les potentiels fuites qu'on a sur tout le parcours du trajet qu'elle fait. Et donc, en fait, une fois, nous, comme j'ai dit, on a sectorisé, là on a les plus grosses pertes, on mobilise les équipes pour injecter la balle, pour aller chercher, parce que malheureusement, sur Casablanca, nous avons, sur les 7000 km de réseau, la totalité des 7000 km de réseau sont souterraines et non visitables. D'autres villes, mon collègue de Suez, il connaît bien beaucoup de villes, surtout en Europe, ils ont, et spécialement Paris, ils ont une bonne partie de leur réseau qui est visitable. C'est-à-dire que les réseaux d'eau potable sont posés dans des galeries, il suffit de marcher sur la galerie et on peut identifier les fuites, ce qui n'est pas le cas au niveau de Casablanca. Nous avons des réseaux enterrés sous la voirie et parfois c'est pas évident sur une voie goudronnée d'identifier la fuite, surtout quand le réseau il est à 3 mètres de profondeur. Donc c'est à travers ce système Smart Ball qu'on arrive à tracer potentiellement les fuites qui existent au niveau des feeders. Et nous avons un autre système qui sont les capteurs hydrophones. Et ces capteurs-là, ce sont pour les réseaux de desserte. Donc ces réseaux de desserte-là aussi, on va aller cibler les secteurs les plus fuyards pour installer des capteurs sonores. Ces capteurs-là, en fait, ils arrivent, et surtout la nuit, quand il y a moins de circulation et des charges roulantes, à identifier en fonction du bruit sur la conduite. C'est des capteurs qu'on pose sur les conduites, et ils remontent en fait les bruits. Et bien sûr, le système couplé à de l'intelligence artificielle, il arrive à séparer, c'est pas toujours évident, entre le bruit d'une fuite et le bruit d'une charge roulante ou un autre bruit qui peut être généré au niveau d'une ville telle que Casablanca, qu'on connaît très très bien, qui est une ville pas si calme que ça, même la nuit. Donc c'est vraiment un travail très en fait, qui demande beaucoup d'expertise et d'analyse des bruits. Et une fois, bien sûr, le capteur, il identifie ce bruit-là, il donne la distance à partir de laquelle, par rapport à l'emplacement du capteur, la distance de la fuite potentielle. Et c'est, vous l'avez certainement vu, vous allez voir des équipes qui sont en train de terrasser pour trouver la fuite et la réparer. Nous avons aujourd'hui 3000 capteurs qui sont installés au niveau de Casablanca. Ce sont des capteurs hydrophones. La même chose, on est en train de passer d'une technologie GSM qui était assez coûteuse à une technologie radio. Donc la majorité maintenant de ces capteurs sont en fait, ils communiquent avec le système central via la technologie radio. Et une fois, bien sûr, tous ces données-là, ils remontent, tout ce qui est remontée de pression, télérelève, les bruits, ils sont traités au niveau d'une centrale. Je vous invite à venir la visiter au sein de la LIDEC. Nous avons une salle d'analystes qui traitent en fait les données terrain, et bien sûr couplé à de l'intelligence artificielle. Quand je dis par exemple tout à l'heure, il y a la partie physique, mais il y a la partie commerciale. La partie commerciale, le système aussi calcule la part des fraudes en fonction de l'historique, parce que nous avons malheureusement des fraudeurs aussi historiques. Donc généralement, les fraudeurs, ils sont récidivistes, et donc la base de données, elle enregistre l'historique des fraudeurs, et généralement on arrive à retrouver les mêmes usagers de la fraude qui n'hésitent pas à refrauder. Et donc c'est ce qui nous permet aussi de les récibler. C'est l'exemple du système tel qu'il est aujourd'hui. Il fonctionne au niveau du Grand Casablanca. Je vais juste terminer. Donc en fait, toutes ces technologies-là aujourd'hui qu'on a mis en place, si je parle par exemple de l'année, pour vous donner des chiffres concrets, sur l'année 2022, suite à une année de stress hydrique très... On a vécu vraiment, on n'était pas sûr de passer l'été. On a pu, avec toutes ces technologies, gagner 10 millions de mètres cubes sur l'année 2022, 10 millions de mètres cubes.
ce qui représente à peu près 5% de la consommation de Casa. Il faut savoir, quand je vous ai montré tout à l'heure la courbe de croissance de la consommation au niveau de Casa, la consommation au niveau de Casa, elle croît habituellement, historiquement, entre 2 et 3% par an. Donc aujourd'hui, quand on dit que sur l'année 2022, on a gagné 5% par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire qu'on arrive à éponger l'évolution et la croissance de la consommation. Et donc c'est des ressources, c'est une économie sur les ressources et on réduit la pression sur la ressource et on gagne presque 2 années d'évolution. Donc à 5%, on est à presque en moyenne 2 années. On aimerait bien gagner plus. Et je terminerai avec un autre, le dernier sujet, c'est aujourd'hui les technologies aussi qu'on a mis en place. Et je donnerai juste un seul exemple, on en a plusieurs, c'est les techniques de réutilisation des eaux usées. Nous avons une station d'épuration qu'on a réalisée en 2014, une technique innovante membranaire qui permet de mettre à disposition de Grand Casablanca 4000 m3 jour qui sont aujourd'hui réutilisés pour l'arrosage et d'autres usages. Et on vient de mettre en service une station au niveau des abattoirs de Casablanca de l'ordre de 1200 m3 jour. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Zawi, pour ces illustrations qui ont mis en relief le rôle de la technologie dans l'amélioration des performances des réseaux et l'efficacité hydrique. Merci, mesdames et messieurs, pour vos fructueux échanges. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Il y a eu un petit glissement par rapport au timing arrêté dans le programme. Nous n'avons pas le temps pour ouvrir le débat. Mais je pense pour le panel suivant, vous aurez la parole d'échanger avec les intervenants. On m'a dit de clôturer la session parce que vraiment, on est serré dans le temps. Parce qu'on m'a envoyé... vous assumez la responsabilité. Donc, monsieur le PDG a donné ses instructions pour ouvrir 2 ou 3 interventions pour échanger avec les intervenants. Je prends monsieur et une autre dame pour faire le genre. Voilà, 3 intervenants. Un grand merci pour tous les présentateurs, ça a été très enrichissant et très important. Quelques petites questions par rapport à monsieur Enrique Cifres. Est-ce que vous avez une idée sur le taux d'évaporation des eaux de barrage par an? Pour terminer, juste une petite autre question. C'est par rapport... c'est par rapport au sujet, c'est pour monsieur Elzaoui de la LIDEC. Donc vous avez pu économiser un nombre faramineux d'eau potable. La question, est-ce que justement vous envisagez encore de faire des efforts par rapport à la réutilisation des eaux épurées, des stations d'épuration? Merci. Pardon, je suis le professeur Tahiri de l'Université Hassan II de Casablanca. Je travaille beaucoup sur l'eau et sur les génies de l'eau et de l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Je m'avoue au premier intervenant pour dire toute ma joie sur la qualité des interventions que nous avons eues tout à l'heure. Je suis M. Gagnon Louis Patrice, rapporteur du Conseil économique, social et environnemental du Congo. Alors, je n'aurais pas intervenu si j'avais entendu parler du pétrole. Je crois, au niveau du Forum Africa maintenant, étant donné que nous sommes préoccupés par les préoccupations que nous avons sur le stress hydrique, l'eau, demain, c'est le pétrole. C'est un enjeu important. Quand la société mondiale a eu besoin du pétrole, ils se sont investis, ils ont mis les moyens, ils ont valorisé le pétrole, et aujourd'hui, ce secteur est devenu un secteur d'enjeu stratégique. Mais le regard que nous posons sur l'eau aujourd'hui est un regard un peu ponctué, de prudence.
je formule que le Forum Africa, qui est une plateforme qui va ratisser large, porte un vrai plaidoyer sur la question de l'eau, surtout en ce qui concerne le volet recherche et de financement. Je suis du Congo-Brazzaville, je vous offre le grand bassin du Congo, qui est aujourd'hui malheureusement très peu équipé, très peu connu. C'est vrai qu'on le connaît de manière nominative en disant qu'on a un débit important, nous sommes le 2e au Congo, enfin au monde je veux dire. Mais cette eau va où? Le Congo-Brazzaville, qui a une superficie de 342 000 km², sur une population de 5 millions d'habitants seulement, dispose du 2e fleuve au monde. Si avec le pétrole, nous avons réussi aujourd'hui à faire même qu'on construise des pipes pour transporter le pétrole, mais quelle est l'alternative demain, au cas où on se trouve devant une grosse difficulté face à l'eau? Je vois qu'on investit suffisamment dans le dessalement avec ce que les techniques, les technologies exigent, mais qu'est-ce qu'on va faire de l'eau de surface? Et au Congo, l'eau de ce fleuve coule à perte de vue, mais on pourrait le transporter. Et nous avons écouté le secrétaire d'État de la République du Tchad, qui sont pratiquement nos voisins, mais qui aujourd'hui, avec les changements climatiques, sont exposés parce que tous les lacs qui sont au Tchad ont presque été asséchés. Donc je formule que le forum porte un vrai plaidoyer. Et moi, j'ouvre mon pays, le Congo, pour que certainement il y ait une transposition de réflexion sur le bassin du Congo, de sorte que nous en tirons joie et profit tous. Je vous remercie. Donc, bonjour, je vous félicite les organisateurs pour cet événement et la qualité et la richesse du partage des intervenants. C'est Madame Lamia Iloul, je suis ingénieur environnementaliste de base et je représente l'OFPPT en tant que chargée de secteur économie verte. Je voudrais demander à Monsieur El Kherrez et profiter de l'expérience au niveau des pays de Golfe, parce que la question de la gestion des dérivés saumâtres des projets de dessalement de l'eau de mer, ça m'intrigue toujours. Donc, comme elle a déjà dit, monsieur, après les études de bathymétrie et le fait de parpiller tout ce qui est dérivé saumâtre au niveau des océans, apparemment, à un niveau donné, on arrive à une saturation des océans. Donc, quelles sont les bonnes pratiques qui se font au niveau de Golfe pour la gestion et la valorisation dans une approche d'économie circulaire de ces dérivés saumâtres? Et merci. Merci beaucoup, c'est Madame Leïla Oulkacha de la Direction générale de l'hydraulique. Eh bien, de ma part, je tiens à féliciter tous les conférenciers pour la qualité des exposés. Je tiens à dire que le grand problème en Afrique, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre des innovations, des initiatives, des projets et de tout. Et donc, je tiens à poser la question à Sir Kherrez, puisqu'il a une grande expérience, tout en disant quelles sont les procédures stratégiques à considérer, c'était mieux, pour faciliter la mise en œuvre et surtout la durabilité des projets en Afrique, de manière générale. Parce que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les initiatives qui comptent, qui manquent, ce n'est pas les innovations qui manquent, ce n'est pas les solutions qui manquent. Il y a de tout, que ce soit à l'international ou à l'échelle nationale. Mais le grand problème en Afrique, c'est qu'on ne peut pas mettre en œuvre ce qu'on a. Si vous voyez, par exemple, l'Africa Vision 2025 ou l'initiative de 2063 en Afrique, bien, partout dans ces documents, il y a de l'innovation. On s'engage tous pour innover, pour mettre, mais comment mettre en œuvre? C'est ça la problématique. Et même quand on met en œuvre, ce n'est pas durable. Et c'est ça ce qui complique la problématique. J'adresse la question à M. El Kherrez.
Parce que vous avez parlé de plateformes d'échange de données. Il y en a des milliers en Afrique. On a demandé de faire le diagnostic en Afrique, parce que le grand problème est qu'on ne sait pas qui fait quoi, comment, avec quels moyens en Afrique. On nous a dit, ça va prendre beaucoup de temps. Mais à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on va comprendre qu'on a du problème pour mettre en œuvre les plans, les initiatives, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas encore durable. Mais on l'a constaté de toutes les façons. On n'a pas besoin de faire de diagnostic sur tout le continent pour comprendre ce qui se passe. On a un grand problème dans la mise en œuvre et dans la durabilité des projets. Et il y a une question pour monsieur les barrages. Je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas... Mais ça va être très bref. Vous avez parlé de la sécurité hydrologique. C'est un grand problème pour les barrages. Oui, on est d'accord pour la question des barrages. Je poserai la question, quelles sont les innovations pour assurer la sécurité du barrage en parlant de la rupture, en termes plus techniques, rupture de barrage. D'accord? Vous avez montré barrage plus GIR, mais la GIR, je ne peux pas dire qu'elle est dépassée, non, mais la GIR ne tient pas compte des changements climatiques. Si on tient compte de sa définition comme il a été défini par la communauté internationale. Vous avez montré aussi un diagramme qui est très important, c'est que la notion de période de retour, elle est vraiment, il faut la prendre avec beaucoup de précautions avec les changements climatiques. Et ça nous pose la question, oui, nous qui sommes engagés pour construire les barrages, quelle est l'innovation pour sécuriser ces barrages, pour ne pas avoir des ruptures de barrages. Bon, j'ai encore d'autres questions, mais je vais m'arrêter là. Oui, j'ai reçu 2 questions. La première est sur la question de l'évaporation. Bien sûr que quand tu veux stocker l'eau du bassin, il y a un petit part qui est perdu pour l'évaporation. Si le bassin, les ressources en eau sont encore, on peut les réguler. Et alors, la question c'est seulement si je ne prends l'eau, il n'y a pas d'évaporation, mais je ne peux pas profiter. Alors, il y a un petit part qui est perdu. Mais quand le problème est quand le bassin est partagé par différents pays, par exemple, s'il n'y a pas de l'eau encore et tu as un nouveau barrage en amont, il y a une évaporation, l'eau est perdue pour une autre usager. Et alors, c'est une question qui doit être étudiée plus. C'est très différent les chiffres à différents pays. Par exemple, à la Californie, il y a beaucoup de solutions avec boules et couvertures flottantes. Mais pour petits barrages, petits réservoirs, pour à grande escale, c'est une question d'une bonne planification au niveau des bassins. Et s'il n'y a pas coordination pour la planification des bassins partagés, c'est impossible. Si nous sommes partagés, c'est une question plus facile, mais tu dois prendre en compte que peut-être que les pertes, peut-être de l'ordre du mètre, par exemple, le nord de l'Afrique, la Méditerranée, mais il y a d'autres zones, à la Centrafrique, ce que c'est plus haut. Concernant la seconde question, bien sûr que c'est un grand défi de barrages, et n'est pas seulement des barrages avec le changement climatique. Il y aura quelques régions où il y aura plus d'inondations. Part des inondations ne sont pas contrôlées par barrages, des autres peut-être. Et il y a encore un petit risque de rupture du barrage s'il y a un cru très grand. Et alors, la question, en part, c'est le changement climatique, mais l'autre, c'est quels sont les critères de sécurité qu'ont les barrages. Parce que normalement, c'est un critère de très basse probabilité. Par exemple, 1 par 10 000 ans. Alors, si tu as fait une révision
les conditions de sécurité, peut-être que tu as trouvé que la sécurité n'est pas 2000 ans, mais 8000 ans. Alors tu dois être conscient de ça. Il y a solution toujours, mais il faut mettre l'argent, investir pour faire une adaptation. Et il y a beaucoup de cas d'adaptation des barrages pour un évacuateur de crues plus grand, mais il y a des autres problèmes. Par exemple, l'occupation de la rivière pour la population, les conditions de sécurité, quelquefois, on croit qu'a disparu le risque parce qu'il y a un barrage qui a retenu les crues, mais le risque n'a jamais disparu totalement. Et alors, il faut manager les territoires, il faut travailler à la protection civile. Il y a beaucoup de stratégies combinées, non seulement l'infrastructure. Bien sûr que l'infrastructure doit être révisée et adaptée. Merci beaucoup, Monsieur Miguel. Enrique, pardon. Monsieur Azaoui, il y a eu une question qui concernant le rôle de la LIDEC sur l'amélioration des performances. Donc en fait, sur la réutilisation, nous avons inscrit dans le budget CNLA qu'on a présenté à l'autorité délégante pour validation deux projets de stations d'épuration qui vont permettre la réutilisation des eaux usées. Donc une à Mediouna de 4000 en plus de celle qui est existante, de 4000 m3 jour, et une deuxième au niveau de Noassar avec 5000 m3 jour. Voilà. Jawed. Oui, donc rapidement, donc sur la première question concernant la gestion de la saumure, effectivement, donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect législatif et l'aspect technologique. Donc l'aspect législatif, donc la législation, que je sache, au pays du Golfe, devient de plus en plus stricte, de manière à qu'il y a des exigences par rapport aux compagnies qui gèrent et qui sont responsables des stations de dessalement à Oman et dans les pays voisins. Même dans les appels d'offres, donc déjà dans le terme de référence, il y a des caractéristiques ou des critères spécifiques pour le rejet. À part évidemment le rejet, en fait, on utilise les diffusers pour dissiper en fait la saumure, etc. Il y a certains critères de pré-traitement à la station avant de rejeter la saumure. Donc il y a les solutions, donc zéro liquid discharge ou bien la valorisation de la saumure, mais c'est très peu. Il y a vraiment, j'ai pas vu assez de choses. Je peux vous dire que par rapport aux petites stations de dessalement pour les agriculteurs au nord d'Oman par exemple, parce qu'il y a le problème de salinisation des eaux, les zones côtières en fait au nord d'Oman. Donc ils ont des pompes d'évaporation, une solution basique, mais qui permet aux agriculteurs en fait de pomper la saumure dans ces pompes d'évaporation. Ils ont un certain design, on a fait un accompagnement aux agriculteurs pour qu'ils puissent avoir des pompes d'évaporation qui permettent l'évaporation de liquide, et après le décharge de sel, c'est plus facile de s'en débarrasser. Par rapport à la question de durabilité des projets, effectivement, c'est un problème parce que bon, ça fait une vingtaine d'années, il y a pas mal de projets en Nord d'Afrique, en Afrique, financés par l'AFD, par différents bailleurs de fonds. Et dès que le projet finisse, donc il n'y a rien. Par exemple, des unités de dessalement par des PV que j'ai vu dans quelques villages après la fin du projet. Et les gens locaux n'ont pas le savoir-faire pour continuer, ils n'ont pas le financement. Donc maintenant, je pense que les bailleurs de fonds exigent maintenant des conditions de durabilité dans les projets, donc de manière à qu'il doit y avoir un accompagnement des end users, dans ce cas par exemple les agriculteurs, pour qu'ils puissent acquérir un savoir-faire, comment opérer les unités de dessalement par exemple, si on parle de cet exemple concret, pour que même après la fin du projet, ils puissent encore maintenir et faire fonctionner les unités. En même temps, il y a un travail sur l'accès au financement. Donc, un travail d'engager les banques locales et les bailleurs de fonds pour qu'ils puissent financer, et même pour les jeunes entrepreneurs qui entament des projets de ce genre, pour qu'ils puissent en fait continuer à financer ce genre de projet. Et le dernier point sur les systèmes d'information, les données, ça sera toujours un problème. Il y a quand même des success stories. Par exemple, l'Observatoire de Sahel, Sahara et Sahel, l'OSS, en Tunisie,
Par exemple, ils ont le projet SARS, par exemple, qui est sur la gestion des nappes transfrontalières entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Donc, il y a un vrai échange de données, une vraie collaboration entre les trois pays sur donc échange de données, des indicateurs. Donc, il y a des bonnes pratiques et des success stories. Il faut peut-être en répliquer dans d'autres cas en Afrique. Merci. Merci, Jawad. Madame Preto, vous avez... Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. Je voulais simplement dire, vous avez vu un tout petit peu, grâce à mes collègues qui sont autour de moi, la complexité de la gestion de l'eau. Et le citoyen et citoyenne que nous sommes dans la salle, moi aussi, en tant qu'ancien politique, se pose la question: comment prendre des décisions pour savoir quelle technique choisir? On est un tout petit peu perplexe. Et comme le sujet de notre atelier, de notre table ronde, c'est l'innovation au service de l'eau, je voudrais seulement refaire appel aux startups, à la jeunesse africaine, parce que c'est elle qui va relever le défi de continuer son dynamisme, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur les technologies nouvelles, même sur l'intelligence artificielle, et de mettre leur travail et leur technicité au service de la gestion de l'eau, parce que les décideurs ont vraiment besoin d'avoir une vision globale. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie tous pour l'éclairage que vous avez apporté, chacun dans sa spécialité. Mais la responsable politique que j'étais, qui s'occupait de la gouvernance de l'eau, sera toujours aussi perdue s'il n'y a pas une technologie qui lui démontre quelles sont les conséquences de sa décision par rapport à tel ou tel sujet. Donc, vive l'innovation, allez-y. Merci Madame Preto. Monsieur Miguel. Un petit complément à ce qu'on a discuté sur ça. J'ai entendu un mot de saturation de la mer due au saumure. Je crois qu'il faut le rester un peu d'importance ça, parce que toutes les technologies qu'on a maintenant, ils ont montré que l'impact, si on prend des bonnes mesures pour une dispersion rapide, l'eau des mers, il est capable de tout diluer. J'ai donné des chiffres de volume qu'on traite, que les sources disponibles, la dilution c'est énorme. L'eau des mers continue à diluer les sources. Ce sont des problèmes locaux qu'il faut résoudre localement, de comment on impacte, soit sur l'environnement marin, soit les plantes, les poissons, etc. Et c'est une chose. Mais les saumures, ce sont en plus une source pour l'innovation. C'est une opportunité. Aujourd'hui, repartie de la recherche et de l'innovation qui vient du côté technique, c'est de qu'est-ce qu'on fait avec ces saumures. Il y a 3 façons de les valoriser. La première, c'est encore récupérer l'eau. Le deuxième, c'est récupérer les sels. Il y a des sels qui sont très importants, et pas seulement les chlorures de sodium qu'on a beaucoup dans la Terre, mais on a des matériaux rares, les lithium, maintenant, que c'est nécessaire pour les batteries. Une des sources, c'est l'eau des mers. Et il y a des opportunités pour le faire. Et le troisième, il y a des technologies, et il y a énormément de recherches qui font ça, c'est pour utiliser ces différences de salinité. Avec le gradient de salinité, on peut produire l'énergie, que c'est encore, ça sera une autre source renouvelable qui va aider à faire avancer le sujet du dessalement pour réduire son coût et qu'il soit beaucoup plus durable. Justement, je constate quand même qu'il y a une carence réglementaire quant à la couverture de cet aspect-là, des aspects négatifs des dessalements. Il y a encore du travail à faire pour légiférer ces solutions-là. Je trouve que les parlementaires ont du pain à la planche pour pouvoir combler cette carence au niveau législatif et réglementaire. Et je suis tout à fait d'accord, c'est une question de communication et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des communications positives et pas de voir seulement les aspects négatifs que parfois c'est le seul qu'on souligne. Et connecter le monde de la recherche et de l'innovation avec le monde de la sphère décisionnelle et surtout les politiques. Le dernier mot, M. Zerouali. Merci. Juste concernant l'évaporation, en fait, l'évaporation au niveau nous avons une expérience qui va démarrer au niveau du bassin de Locos
Et au niveau du barrage Pormed, Tongemed, en fait, on va couvrir la retenue par des panneaux solaires. C'est un projet de Tongemed, en fait. C'est un projet, bon, il y a l'occupation, etc. Et on verra. Donc on verra dans quelle mesure on peut diminuer l'évaporation. Sinon, l'évaporation, c'est un facteur important au niveau des bilans des barrages qui peuvent aller de 30 à 70 millions de mètres cubes facilement. Concernant le pétrole, on en a beaucoup profité. Sans pétrole, on ne peut pas faire de pompage. Mais je vous dis que pour le pétrole, tout ce qui concerne les techniques, etc., les innovations au niveau du pétrole, on en a profité notamment au niveau des eaux souterraines. Toutes les études, toutes les techniques de prospection. Pour les forages, pour les nappes profondes, on utilise la sismique réflexion HR, qui est utilisée dans les techniques pétrolières. Et heureusement qu'il y avait cette voie de pétrole, sinon on aurait beaucoup de difficultés pour pouvoir faire pas mal de choses en matière de prospection, que ce soit direct ou indirect. Sinon, bon, ces projets, vision, durabilité, etc., bon, c'est dommage. Bon, il faut avoir des moyens si on n'a pas les moyens. Et il faut être intelligent pour asseoir un régime de gouvernance adéquat. Et ce qui est important aussi, c'est la tarification. Et ça, c'est vrai. Donc l'eau, il devient de plus en plus cher. L'eau, paye l'eau, ce n'est pas tout à fait vrai que ce soit au niveau du Maroc ou au niveau des pays africains. Si on compare ça aux pays européens, l'eau, effectivement, l'eau paye l'eau. Mais non, il y a un coût social de l'eau qu'il faut intégrer. Et cette tarification, c'est ça le grand problème au niveau de nos pays. Là. Merci. Merci, mesdames et messieurs, pour ces éclairages qui étaient riches et quand même bénéfiques pour nous et pour également l'audience. Donc, nous touchons fin à ce panel. Et merci beaucoup de votre patience et de votre contribution. Merci.